Voilà, excusez-nous pour ce petit retard. Nous avons essayé de régler le problème parce que certains d'entre vous n'ont pas accès au chat. Donc, nous n'arrivons pas à régler ce problème, du moins pas pour ce coup-ci. La décision que nous avons prise, c'est que vous allez avoir 8 slides sur la présentation et donc on va faire un petit arrêt à la fin de chaque slide pour essayer de prendre les questions que vous n'avez pas pu poser par le slide. Vous avez dans Teams un endroit où vous pouvez faire des réactions. Et il y en a un où c'est lever la main. Donc, c'est les gens qui voudront poser des questions qui n'auront pas pu le faire par le chat, qui n'hésitent pas à lever la petite main jaune et on essaiera de revenir vers eux à la fin de chaque slide pour apporter une réponse à leurs questions. Voilà, je ne sais pas si j'étais bien clair. En fait, je me répète un peu, mais ceux qui auront accès au chat, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on vous y répondra simultanément. Si vous n'avez pas accès au chat, vous levez la petite main jaune et à la fin de chaque slide, on prendra un petit temps pour vous répondre. Voilà, je vous remercie toujours d'être aussi nombreux ce soir puisqu'on est déjà plus de 55 connectés et je pense que ça va continuer à monter. Vous allez avoir ce soir Patricia et Fabien, deux présidents départementaux, Patricia de l'Aveyron et Fabien du 65, qui vont vous faire cette présentation pour essayer de vous éclairer sur l'organisation d'une AGE ou d'une AGO, Assemblée générale extraordinaire ou Assemblée générale ordinaire. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée en leur compagnie et voilà, et j'espère que vous apprendrez plein de choses et n'hésitez pas donc à suivre le process que je vous ai indiqué pour poser vos questions. Merci, bonne soirée. Merci Dominique, bonsoir à tous. Donc, on va faire un binôme ce soir avec Patricia pour vous présenter un temps important pour vos réunions annuelles, donc vos assemblées générales. C'est vrai que c'est un temps important à la fois pour le formalisme de l'association, on va le voir ce soir, mais aussi pour la vie de l'association pour lesquels donc apparemment il y a des présidents, des secrétaires, des membres de conseil d'administration présents qui vous êtes inscrits. Donc c'est important une fois par an d'inviter tous les parents, notamment les nouveaux, et de faire un point sur l'année passée, l'année à venir. Et donc on a pensé au niveau de la région, au niveau de toute l'équipe de l'académie, qu'il était important, comme cette année on doit revoir les statuts de nos appels d'établissement, de pouvoir refaire un point, même si certains pratiquent déjà bien ces assemblées générales, mais de faire un peu une piqûre de rappel, à la fois donc avec cette formation, cette visio ce soir, mais aussi à travers le site internet, vous allez voir, où tous ces documents, tout ce qu'on va dire ce soir, vous allez le retrouver sur le site de l'appel académique. Patricia, un petit mot peut-être d'accueil également? Oui, bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre. Donc on est là pour vous apporter des informations pour organiser sereinement ce temps important chaque année dans l'association et puis du coup pour transmettre de bonnes habitudes ultérieurement aux équipes qui vous succéderont après. Donc on va laisser Fabien démarrer sur le déroulé de cette visio. Alors ce soir, une petite heure d'échange avec vous. On va essayer de balayer tous ces thèmes-là que vous voyez, donc les prérequis pour organiser votre assemblée générale, la réalisation également du conseil d'administration préparatoire à l'assemblée, la convocation, donc tous les documents à préparer, l'organisation matérielle de l'assemblée générale, le déroulement avec toutes les étapes de cette assemblée, qu'elles soient ordinaires, extraordinaires. Également les démarches consécutives, donc après l'assemblée, vous avez également encore des étapes à faire. Et puis, bien sûr, toutes les ressources disponibles qu'on vous met à disposition, que met à disposition l'appel académique et l'appel national également, pour vous aider dans le montage et dans la réalisation de vos assemblées. Alors, pour commencer, commençons par effectivement quelques éléments sur les prérequis. Donc, on va parler ce soir d'adhérents, donc qui sont les parents qui ont acquitté la cotisation annuelle de l'appel, du conseil d'administration. Donc, le conseil, le CA, est formé par les membres élus pour 3 ans, justement lors de l'Assemblée générale ordinaire. Donc,
on va revoir dans le déroulé de l'AG ce temps important d'élection. Et c'est ce conseil d'administration qui dirige et administre l'association. Au sein du conseil d'administration, il y a un bureau donc, qui est élu chaque année parmi donc, les membres du conseil, composé à minimum d'un président, d'un ou une secrétaire, également un trésorier. Il peut y avoir plusieurs vice-présidents, également des adjoints pour le secrétariat ou la gestion des comptes. Le bureau est là pour appliquer et mettre en œuvre les décisions prises en conseil d'administration, qui est un organe important dans la vie de l'association. Donc, l'Assemblée générale, qu'elle soit ordinaire, donc celle-là se réunit chaque année, en début d'année. On va le voir effectivement toutes ses composantes. Et puis, un point important et spécifique à la vie associative, l'Assemblée générale extraordinaire, l'AGE. Alors, elle se réunit uniquement quand il y a besoin de revoir les statuts ou de modifier le siège de l'association. Donc ça, c'est pas tous les ans. Ça fait quelques années qu'on avait modifié nos statuts. Cette année, il y a une proposition de revoir également les statuts. Donc, on va devoir refaire tous, y compris les appels départementaux et académiques et nationales l'a fait également, les statuts qui sont importants dans la vie d'une association, donc lors d'une AG extraordinaire. Est-ce que sur peut-être les prérequis et le déroulé de cette formation, est-ce que vous avez des questions au préalable, peut-être en levant la main? Est-ce que c'est clair pour vous? Et puis on va attaquer après sur la phase avant Assemblée générale. Alors, il y a une main levée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bonsoir. J'avais une question parce que là, je m'aperçois que le conseil d'administration est élu pour 3 ans. C'est vrai que nous, on a l'habitude de le réélire chaque année. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut modifier dans nos statuts, d'élire les personnes pour simplement une année au lieu de 3? Alors, C'est prévu. Vas-y, Patricia. C'est prévu pour essayer d'avoir une certaine stabilité dans les équipes, d'élire un conseil d'administration pour 3 ans. Mais les membres sont élus pour 3 ans, mais à n'importe quel moment, ils peuvent démissionner et donc il faut les renouveler. Donc chaque année, il peut y avoir des postes à pourvoir. Ensuite, c'est une possibilité dans vos statuts que vous puissiez élire juste pour un an, mais bon, ça manque un petit peu de stabilité pour la suite. D'accord. Parce que nous, on aurait un peu le problème inverse, c'est-à-dire que les gens se présentent au conseil d'administration, ils sont élus, et parfois en cours d'année, on n'a plus de nouvelles, on est obligé de les relancer. Donc en fait, d'avoir élu quelqu'un pour 3 ans qui va pas forcément avoir la démarche de démissionner lui-même, mais qui fera partie des effectifs sans pour autant continuer à contribuer au conseil, ça nous ennuie un peu, et la stabilité, finalement, on l'a quand même. Alors, c'est prévu dans vos statuts, si quelqu'un ne se présente pas plus de 3 fois sans excuse au conseil d'administration, il peut être, exclu du conseil d'administration. Mais bon, c'est bien dans ce cas-là d'en parler quand même au préalable avec la personne, connaître ses intentions, savoir ce qu'il en est, et plutôt aboutir à sa démission volontaire. D'accord, merci. Il y a d'autres questions. Sur... Je vois Isabelle. Si Isabelle... Ouais. Oui, en fait, c'était la même chose parce qu'on a, nous, c'est collège, lycée Jeanne d'Arc à Figeac et souvent, il y a des parents qui partent parce que les enfants quittent l'établissement et d'autres qui arrivent. Et c'est vrai qu'on avait pris l'habitude chaque année de réélire un CA. Alors, il y a souvent la base qui reste tout le long de la scolarité, mais il y a souvent des départs parce que les parents ne sont plus là, les enfants non plus, et des nouveaux qui arrivent. Donc voilà, c'était la même chose, la même question.
Mais ça, c'est après à gérer au fil de l'eau, hein, sur ceux qui sortent, ceux qui rentrent. S'il y en a qui sortent en cours de mandat, quelqu'un peut les remplacer sur le poste pour la durée des 3 ans qui suivent, mais ça évite de renouveler chaque année l'intégralité du conseil d'administration en assemblée générale, parce que l'élection est quand même plus lourde, hein. Et alors, je On a vois une deux question. autres, ouais, de Stéphane. Si Stéphane veut prendre la parole. Alors, le micro est ouvert, mais on n'entend rien. Bon, peut-être Stéphane, on va laisser passer. Et Oui. après, il y a Sophie. Oui, bonjour. Je m'occupe de l'appel de Barras-Lacastre. Oui. Et donc, bien sûr, l'équipe, le bureau est élu pour 3 ans. Je voulais juste savoir quand il y a une seule personne qui par exemple, cette année ne veut pas continuer, donc elle va démissionner. Est-ce que dans ces cas-là, on est obligé de refaire une élection complète ou on pourvoit juste le poste manquant? Alors, tout dépend. Alors, je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard, hein, dans l'élection, dans l'Assemblée générale et dans l'élection du conseil d'administration, hein. Mais si une personne démissionne en cours de mandat, vous pouvez, ou même en cours d'année, vous pouvez coopter quelqu'un et faire valider cette élection à l'Assemblée générale suivante. Sinon, c'est à voir aussi en fonction du nombre d'administrateurs prévus dans votre conseil d'administration, combien de postes sont disponibles, et à chaque assemblée générale, mais on le verra après, vous avez à faire un appel à candidature pour faire grossir l'équipe. On aimerait bien, mais il y a peu de volontaires. Bon, mais ça après, c'est une autre question. Un autre dossier, oui. Ok, merci. Vous m'entendez là? Oh, Stéphane, c'est ça? Oui. Allez, on t'écoute. Question. Là, on va devoir faire une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire. Oui. Les deux en même temps. On fait laquelle en premier? Comme vous voulez. On fait comme on veut. Non, mais voilà, on y reviendra après, hein. Il faut peut-être rentrer dans le déroulé de tout ça. Ah, ok. Hein, mais c'est à vous à organiser ça. À mon sens, c'est intéressant de passer l'Assemblée générale extraordinaire en premier pour balayer et se libérer de la question des statuts et de continuer ensuite en Assemblée générale ordinaire. Mais ça peut se faire à l'inverse, ça, c'est pas un souci. D'accord. C'est comme vous le sentez le mieux. Ok, merci. Et alors, je vois Jennifer qui a levé la main aussi. C'est la dernière question et après on va avancer effectivement. Ouais, Jennifer. Bon, on va avancer. Alors moi j'ai une question par rapport au CA. Donc c'est parce que vous disiez le CA c'est pas le bureau, on est bien d'accord. Et comment on sait combien il y a de personnes dans le CA? Parce que vous dites que s'il y en a un qui part, il y en a un qui peut revenir, on est limité à combien? Alors ça, c'est vos statuts. Voilà, voilà. Mais on va y revenir dans le main, effectivement. Exactement. Donc tout ce que c'est intéressant, hein, les questions qu'on a ce soir, parce que en fait toutes vos questions, les réponses sont dans les statuts. Et donc, j'ai entendu quelques petites erreurs, notamment sur le bureau. Le bureau n'est pas élu pour 3 ans, il est réélu chaque année. Ce sont les administrateurs qui sont élus sur 3 ans. Voilà, il y a des petits détails comme ça, mais en fait, tout ça, c'est bien écrit dans vos statuts. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire cette formation, parce qu'on voit bien que, notamment lors d'une assemblée générale extraordinaire et du renouvellement des statuts, les modifications, tous les mots qui sont et tous les termes dans les statuts sont importants. On a la chance d'avoir des statuts types qui sont transmis pour l'ensemble de nos appels et qui permettent de stabiliser et de faciliter effectivement la vie de nos associations, et surtout qu'on ait des choses assez homogènes entre appels d'établissements et pas forcément des choses très différentes dans le fonctionnement. Alors là, on va regarder d'abord ce qu'on doit organiser avant l'Assemblée générale.
et notamment votre conseil d'administration doit se réunir, puisque ce n'est pas le fait d'un président ou d'une présidente d'association qui va dire je fais mon AG extraordinaire. Pas du tout, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe, donc il faut effectivement auprès de votre association vous réunir en conseil d'administration avec comme ordre du jour la préparation de l'Assemblée générale. Alors il faut fixer effectivement une date qui convienne et un lieu qui convienne à tout le monde. Donc c'est-à-dire tout le monde, c'est les membres du conseil, les parents, pour toucher le maximum de parents, puisqu'on invite l'ensemble des parents et pas que les parents adhérents. Hein, c'est vraiment un moment important de l'association. Il faut également s'assurer des disponibilités des partenaires parce que on invite le président de l'OGEC, on invite les chefs d'établissement. S'il y a également des enseignants, des tutelles, etc., elles sont également invitées lors de cette assemblée générale. Donc, il faut choisir une date vraiment avec eux. Donc, lors de ce conseil d'administration, vous préparez l'assemblée générale, donc c'est-à-dire son contenu, le rapport d'activité qui va comporter le bilan de l'année, également faire un état des comptes et des clôtures de l'exercice des comptes, et puis rédiger, travailler en équipe sur les projets de l'avenir. Ça n'empêchera pas le soir de l'Assemblée générale de prendre et d'échanger avec l'Assemblée sur différents projets. On a quelques soucis d'affichage, hein, ne vous inquiétez pas, le diaporama saute apparemment. On va repartager ce que je vous dis. Vous aurez tous les documents de toute façon dès ce soir sur notre site académique pour retrouver les éléments. Pour ceux qui prennent des notes, vous les aurez également en document sur le site de l'Académie. Alors, au niveau rapport moral, bilan d'activité, rapport financier, et également, il faut travailler sur le budget prévisionnel et les orientations de l'année à venir. Donc ça c'est une première étape qui va prendre un certain temps, notamment au conseil d'administration, pour vraiment travailler avec l'équipe présente, actuelle, sur l'année à venir, en sachant que ces points, notamment pour le budget prévisionnel, les orientations, vous le reverrez lors de différents conseils d'administration, puisque on conseille de faire un point budget à chaque conseil d'administration dans l'année de vos associations. Ce n'est pas seulement lors de l'Assemblée générale, évidemment, mais c'est à faire à chaque conseil. Par contre, lors de cette assemblée, ce qui est très important, c'est qu'il faudra voter la cotisation de l'année à venir. Donc ça aussi, on le prépare, on se met d'accord en conseil d'administration. Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on baisse, est-ce qu'on ne bouge pas la cotisation? Et le dernier point de préparation, ça, on ne le fait pas le jour de l'AG, on le prépare bien en amont. Ce sont ces fameux postes à renouveler, puisque les administrateurs sont élus pour 3 ans, c'est inscrit dans les statuts. Certains sont en fin de mandat, donc il faut leur poser la question s'ils souhaitent candidater à nouveau. Mais d'autres ont pu disparaître, en tout cas arrêter en cours d'année. Donc ça, c'est important de refaire un point avec l'ensemble des parents qui composaient les conseils d'administration pour savoir effectivement si on continue, et quels sont notamment les postes à renouveler pour informer avant l'Assemblée générale les parents de leur possibilité de candidater et de faire acte de candidature en amont de l'Assemblée générale. Alors, un point important, diapositive d'après, s'il te plaît, c'est la partie convocation, puisque statutairement, donc, on est sur un formalisme de vie associative, loi 1901, donc on a l'obligation de convoquer les gens. Donc, ça doit être adressé à chaque adhérent de l'association et également à tous les parents susceptibles d'adhérer. Donc, comme nous sommes des établissements scolaires, vous connaissez un peu tous les moyens pour toucher les parents. Ça peut être des tracts distribués, des petits courriers distribués à la sortie de l'école, collés dans les cahiers des enfants quand on est sur des niveaux maternels ou écoles. Ça peut être des mails envoyés directement par École Directe ou par les outils informatiques par l'établissement, avec l'accord de l'établissement. Donc, on envoie des convocations à tous les parents par mail. Voilà, il y a différentes modalités de pouvoir convoquer les parents. On n'est pas tenu à le faire de manière par la poste en courrier recommandé. Ce n'est plus une obligation aujourd'hui. Mais par contre, il faut pouvoir informer largement les parents de votre assemblée générale.
Alors également, tout ce qui est affichage qui peuvent être fait dans l'établissement. L'idée vraiment, c'est d'intéresser le plus grand nombre de parents et de favoriser leur mobilisation. Donc, ce qui peut être fait avec l'invitation, la convocation, ce qui se fait des fois, c'est de pouvoir leur fournir un petit tract ou un petit document qui synthétise déjà les actions qui ont été faites pour donner envie aux parents de venir à la réunion, puisque pour eux, c'est une réunion annuelle qui permettra de faire le bilan et de travailler les futurs projets de l'année. Alors, au niveau du délai, du délai de convocation et de réunion, dans ce qui est prévu dans les statuts, parce que vous aurez peut-être des questions là-dessus, c'est que la convocation doit arriver 15 jours avant l'Assemblée générale. Ça, c'est impératif, je voudrais le rappeler, parce que notamment quand on va modifier les statuts de l'association, donc cette année, on vous conseille de le faire pour inclure certaines modalités. Donc, de modifier les statuts, il faut prévenir suffisamment en avance les adhérents. Et ça, on pourrait nous reprocher, lors du dépôt en préfecture des nouveaux statuts, qu'on n'a pas pris le temps d'informer les parents en amont, et notamment les informer sur les modifications qu'on souhaitait apporter à ces statuts. Voilà, donc le délai, ne vous y prenez pas trop tard. Effectivement, si vous avez prévu une assemblée générale qui doit être organisée avant l'assemblée générale de votre appel départemental, c'est la règle qu'on se fixe. Il y a un appel national qui fait son assemblée générale avant les appels académiques, qui elles-mêmes le font. Donc, oui, vous avez bien compris dans quel ordre je parle. Donc, on remonte à l'envers. Donc, le dernier, c'est effectivement le national. Ensuite, nous avons l'académique qui est fin novembre. Et les départements doivent faire leur assemblée générale début novembre, mi-novembre. Et tous les appels d'établissement doivent avoir fait leur AG annuel avant celle de votre département. Donc, rapprochez-vous de vos appels départementaux si vous n'avez pas encore ces dates-là pour vous assurer de caler vos assemblées générales avant la départementale. Alors, on peut prendre un temps sur les questions pour la partie convocation et documents à préparer, conseil d'administration donc préparatoire avant l'assemblée générale. Véronique Touraille. Oui, bonsoir. Alors moi, d'abord, j'ai une question technique. Est-ce que vous êtes en train de partager du contenu? Parce que j'ai un écran noir. Non seulement j'ai pas le chat, mais j'ai aussi un écran noir. Alors peut-être que je suis la seule. Bon, d'habitude, ça marche très bien, Teams. Mais je voulais juste savoir si vous partagiez un diaporama. C'était ma première question. Oui, on partage un diaporama, effectivement. D'accord. Donc bon, ça, c'est pas grave. Donc moi, j'ai un écran noir. Et la deuxième question, c'est pour... donc vous disiez là, que la préfecture pour la convocation de l'AGE, vous disiez qu'on pouvait nous reprocher de ne pas avoir donné les éléments. Donc, on va dire que la convocation est partie dans les temps, 15 jours avant l'AGE. Mais est-ce qu'on doit... c'est vrai qu'on doit donc prévenir tous les parents. Est-ce qu'on doit envoyer tous les travaux préparatoires de modification de statut avant, statut après? Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion d'en parler pendant l'AGE, de présenter les modifications? Il n'y a pas non plus des modifications, on ne change pas tout, on dit quels sont les articles qu'on modifie dans les statuts. Est-ce qu'il faut en amont avoir donné toutes les modifications à tous les adhérents? Voilà. Ou est-ce qu'on peut le présenter en AG en disant, une fois qu'on a prévenu sur les articles à modifier, expliquer quelles ont été les modifications qu'on a faites sur ces articles? Non, alors, il n'y a pas d'obligation légale, effectivement, d'envoyer en amont le document qui sera voté. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit précisé, effectivement, dans la convocation qu'il y a une AG extraordinaire et pour quel motif elle se réunit. Parce que l'AG extraordinaire, il y a 3 motifs. Ça peut être pour dissoudre l'association, ça peut être pour modifier son siège social ou pour modifier les statuts. Donc, effectivement, il faut préciser la modification des statuts. Éventuellement, pour donner envie, c'est préciser en quelques lignes sur quel terme que vous souhaitez modifier. L'idée, c'est de ne pas cacher les éléments aux parents. Là, dans ce cas, aujourd'hui, pour cette année, on va modifier les statuts pour pouvoir inclure notamment tout ce qui est tenue de réunion en distanciel. Et donc, cette légalité, puisqu'aujourd'hui, il y a un décret qui permet de le faire, mais demain, s'il n'y a plus de décret, on pourra le faire parce que nos statuts l'auront intégré. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans la convocation en quelques lignes en disant effectivement qu'il y a une AG extraordinaire de modification des statuts pour pouvoir permettre légalement de faire des réunions en distanciel pendant l'année. Ok.
Est-ce que vous allez revenir un petit peu plus tard sur le quorum ou est-ce que je peux poser ma question maintenant Oui, ou vous allez... on y On va reviendra en plus reparler. tard. D'accord. Ok, On va en merci. reparler. Si je peux compléter, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre à disposition quand même ces statuts sur un lieu ou si vous avez un site, de les mettre sur le site pour montrer les modifications envisagées, parce que bon, il y a rien de secret, rien de dramatique et ça évite les choses. Après, Dorian, Fabienne, tu as parlé de modification du siège social. L'adresse, c'est juste en assemblée générale ordinaire qu'on le fait. Il n'y a pas besoin d'une assemblée générale extraordinaire. Hein, voilà un petit peu pour répondre aux questions. On a Isabelle qui nous a posé aussi, qui veut parler. Oui, parce que nous, depuis plusieurs années, on profite de l'AG annuel pour faire l'élection des parents correspondants. On l'intègre, donc je ne sais pas, vous en parlez pas, est-ce que c'est possible? Parce que c'est pas une élection, enfin c'est une élection de classe, donc c'est pas une élection qui concerne tous les parents. C'est juste pour ceux qui souhaitent, ceux qui souhaitent un être appel à parents candidature. correspondants. Oui, voilà, oui, voilà. Bon, mais ça, vous pouvez l'intégrer dans vos questions diverses en indiquant que ce sera un point qui sera abordé lors de l'Assemblée générale. D'accord, donc un parent qui ne serait pas présent à l'Assemblée générale peut être aussi parent correspondant. Oui. Alors, un parent correspondant doit être adhérent de l'appel. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais il peut candidater d'une autre façon. Ouais. Voilà pour cette Isabelle. Il y a eu Isabelle Martin-Prével qui veut aussi prendre la parole. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard. J'avais une réunion à l'école, justement. J'avais une question. D'abord, nous, en termes de calendrier, je crois que dans les statuts est mentionné la date limite du 15 octobre. Alors, je ne sais pas au niveau de l'appel départemental du Tarn à quelle date est fixée l'Assemblée générale. Nous, on a une difficulté cette année, c'est que le président a quitté son poste en fin d'année scolaire parce que sa fille part au collège. Donc, on est en école primaire. Donc, on est un peu dans une difficulté pour prendre le temps de se retourner et se réorganiser là pour préparer tout ça. Donc, on avait fixé avec l'OGEC nos assemblées générales le 21 octobre. Donc, déjà, je voulais savoir si on pouvait garder ce calendrier-là. Et ma deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est est-ce qu'on peut faire suivre du coup, puisque là, j'ai vu aujourd'hui passer les statuts modifiés, donc il va falloir qu'on les travaille et qu'on intègre les modifications. Est-ce qu'on peut enchaîner à la même date l'AG et l'AG extraordinaire pour enchaîner les décisions et l'adoption des nouveaux statuts? Donc, pour votre deuxième question, pour aller vite, on a déjà répondu là tout à l'heure rapidement. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, désolée, non, mais c'est pas grave. pour ça que je Donc disais… ça, c'est tout à fait possible. Et sur sur les ressources, on vous en parlera tout à l'heure, on a prévu une convocation à l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire sur une même convocation. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, par rapport à votre première question sur la date de l'Assemblée générale de votre établissement dans le Tarn en l'occurrence, donc ça c'est à voir avec la date de l'AG du Tarn, mais comme il y a eu le même souci dans le Tarn que dans votre établissement, parce que la présidente ne pouvait plus être présidente, il y a dû avoir déjà peut-être l'Assemblée générale départementale. Donc à voir avec eux pour voir ce qu'il en est, où est-ce qu'ils en sont. Alors, je vais me permettre d'intervenir. Vas-y, parce qu'on a Maud qui est avec nous, la présidente du Tarn, donc tu vas pouvoir répondre en direct. Voilà. Bonsoir Isabelle, alors je ne sais pas dans quel établissement vous êtes, mais c'est l'école Sainte-Croix à Lavore. Ah bah très bien, donc j'ai vu votre chef d'établissement. Écoutez, je me permettrai, donc je suis Maud Moury, la présidente de l'appel du Tarn. On se connaît, je vous ai aperçu déjà à l'école à plusieurs reprises. Il me semble aussi, oui, en effet. Je prendrai vos coordonnées via Cathy et puis on en discutera ensemble, d'accord? Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, nous avons ensuite Karine Gors.
Oui, bonsoir. Je voulais juste vous demander si vous pouviez, j'ai pas trouvé sur les sites donc de l'appel national ou académique, si vous pouviez déposer des modèles d'appel à candidature, de pouvoir. Alors, ça, c'est des choses, on vous dira exactement où les trouver tout à l'heure sur les ressources. Ouais, et ça y est. Super, merci. Saint-Paul-Rodez. Oui, bonsoir. Moi, je vous sollicite parce qu'il y a 3 ans, en fait, on a fait le changement de statut concernant la dénomination de l'association et on avait déjà inclus un système de télécommunication pour le vote du conseil d'administration par courriel, SMS et visioconférence. Donc, est-ce qu'il faut qu'on réécrive de nouveau de nouveaux statuts ou ça vous convient? Non, ça ne me convient pas. Je suis désolée, je me rappelle plus ton prénom. Virginie. Virginie. Non, si tu veux, dans les statuts, effectivement, la principale modification, c'est ça, mais on est sûr, alors tu l'avais inclus dans tes précédents statuts, mais là on est sûr que c'est rédigé correctement et que ça a été vu par des juristes et que ça fonctionne. Et ensuite, il y a un certain nombre de précisions dans ces statuts qui ont été apportées sur le fonctionnement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez une révision et que vous adoptiez les statuts tels qu'ils sont proposés par l'appel national. Et juste dernière question, Patricia, on a combien de temps pour adopter ces nouveaux statuts? Je pense que ce serait bien de les adopter pour ta prochaine AG, à part que c'est pas possible, la convocation est partie aujourd'hui et oui, moi c'est impossible. C'est impossible. Bon, ben écoute, c'est dans les meilleurs délais. D'accord. Ouais. Voilà, après, tu vois si tu patientes jusqu'à l'AG suivante l'année d'après ou si tu fais une autre assemblée générale extraordinaire en cours d'année pour voir ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore des mains levées sur la préparation de l'Assemblée générale avant de rentrer dans le cœur du sujet? Il y a Stéphane. Oui, moi j'aurais une question bête, comme d'habitude. Il n'y a pas de question bête. Là, on va préparer l'Assemblée générale avec les membres du CA de N-1, donc en fait de l'année précédente. Oui. Non, tu vas préparer le rapport d'activité N-1. N-1, oui, mais avec les membres du CA de N-1. Oui. Donc ça veut dire que les nouveaux membres du CA, eux, ils vont apparaître que le jour de l'Assemblée générale. Oui. On ne les appelle pas en amont, enfin ils ne se présentent pas en amont de cette Assemblée générale pour l'année prochaine. Non. Non. Non, ils candidatent éventuellement en amont. Ils candidatent en amont, mais ils participent après la date de l'Assemblée générale. Oui. Ok. Merci. Donc normalement, les présidents sortants, ils assistent à l'AG. Oui. Alors, un président sortant, même s'il ne peut plus être parent, est normalement là pour présenter le rapport de son activité, expliquer qu'il s'en va, il démissionne ou enfin, peu importe. Et donc, oui, c'est lui qui est censé présenter le rapport d'activité. C'est ça. Et encore une fois, ce qui a été dit, c'est pas que un président, c'est vraiment une équipe, un conseil d'administration, et donc c'est pour ça qu'il faut le préparer en équipe avant. Peut-être pour avancer sur les derniers points avant cette assemblée générale, évidemment, il y a une organisation matérielle à prévoir. Donc tout ce qui est salle, évidemment, le vidéoprojecteur, les rallonges, l'ordinateur qui fonctionne bien. Alors pourquoi un ordinateur, un vidéoprojecteur? C'est que vous savez que c'est un moment important et que de plus en plus, on a des vidéos de notre réseau Appel, de notre président national. Il y a des supports sympathiques d'animation pour les assemblées générales. Et c'est vrai que de plus en plus, ces assemblées sont vivantes. Et donc, il faut un minimum de matériel, du son, de la vidéo. C'est assez important. Il y a des kakémonos, des affiches, des expositions qui existent aussi, qui peuvent être présentées lors de cette assemblée générale pour faire connaître à tous les adhérents, à tous les parents, la vie du réseau et tout ce qui est proposé par l'appel. N'oubliez pas, évidemment, en préparation, ça c'est le Covid,
qui veut ça, tout ce qui est masque et gel hydroalcoolique. On vous l'a expliqué, on vous a renvoyé des informations à tous les appels. Donc, il n'y a pas de jauge pour les appels qui se réunissent dans l'établissement. On n'a pas non plus de passe sanitaire à imposer aux parents. Par contre, distribution de gel et masque obligatoire pour ces assemblées générales dans les établissements à venir. Vérifier également le nombre de chaises, l'organisation de la salle, hein, c'est tout bête, mais effectivement, idéalement, il faut que les membres du conseil d'administration présents lors de l'assemblée générale soient bien identifiés et que les intervenants, il peut y en avoir plusieurs, lors de cette assemblée, soient également bien identifiés, y compris peut-être si vous laissez la parole à un directeur ou à un président d'OGEC en accueil, également bien les identifier, les positionner dans l'établissement. Sachez que pour les grosses associations, il y a quand même beaucoup de parents nouveaux et donc c'est important pour eux de les guider et qu'ils passent un bon moment avec vous. Autre point très très important, et là qui est lui, j'ai envie de dire, statutaire et donc obligatoire, c'est de disposer le jour de l'Assemblée générale, donc il faut les préparer avant, hein, évidemment, de documents qui pourront être consultés par les adhérents. Donc les fameux statuts, les anciens, les nouveaux, doivent être en version papier disponible. Les comptes, hein, le livret de compte et toutes les dépenses et recettes de l'année. Donc le trésorier doit avoir les pièces consultables, les pièces comptables le jour de l'Assemblée générale, également le règlement intérieur s'il y en a un. Et puis prévoyez les feuilles d'émargement, les stylos, parce que, encore une fois, on modifie des statuts, on vote lors d'une Assemblée générale, donc on a besoin de savoir qui est présent, qui est adhérent et qui vote. Donc des feuilles d'émargement doivent être préparées avec suffisamment de stylos, où les gens utilisent leur stylo avec le Covid. La modalité également de vote, hein, on va y revenir. Donc, il n'y a pas que du vote à main levée, il y a également du vote sur papier. Donc, prévoyez des petites boîtes, des petites feuilles pour pouvoir organiser ce vote et de manière la plus rapide et efficace possible. Donc, tout ça, ça se prépare en amont. Bon, généralement, quand on a une bonne équipe de conseil d'administration, on partage un peu les tâches, qui est en charge des pièces comptables, des bulletins, de créer l'urne, d'amener les masques, etc. Voilà, tout ça, ça se voit en équipe avant. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire une petite réunion avant de préparer votre AG. Est-ce qu'il y a encore quelques questions sur cet aspect très, très matériel, bon, qui paraît évident, bien sûr, mais qu'on souhaitait vous rappeler ce soir pour que ça se passe bien dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des mains levées? N'hésitez pas. Et sinon, on passe au cœur du sujet, c'est-à-dire l'Assemblée générale. Il y a beaucoup de points à voir ensemble. Émilie de Roda. Émilie de Roda. Non, oui, bonsoir. Je voulais vous demander, nous allons organiser notre AG en distance, comme l'année dernière. Du coup, pour les deux dispositions, donc nous avons envoyé les statuts, on va envoyer les statuts avec le lien Teams, etc. Mais concernant les comptes, du coup, puisque nous n'avons pas le classeur à disposition devant tout le monde, on dit juste qu'ils sont consultables sur demande. Comment ça se passe? Tout à fait, vous pouvez tout à fait proposer, si quelqu'un le demande, que c'est dire que le trésorier peut, une rencontre avec le trésorier peut avoir lieu, peut se négocier. C'est bon, j'ai répondu. Bon, alors on va peut-être passer à la slide suivante. Hein. Donc, on reprend un petit peu ce que vous avez dû prévoir avant, hein, c'est d'avoir préparé les feuilles d'émargement, hein, puisque donc chaque participant doit signer cette feuille d'émargement que vous devez conserver dans vos archives avec le procès-verbal de la réunion. Ce qu'il est important de faire pour la rédaction du compte rendu qui viendra, c'est de noter l'heure d'ouverture de votre assemblée générale, hein, et sera la même chose à la fin. Il vous faudra noter l'heure de fin, hein, dans votre
compte rendu. Donc, comme il y a des comptes rendus, un procès-verbal à faire de cette réunion, prévoyez de désigner un secrétaire de séance, alors soit la secrétaire en titre de l'association, soit une autre personne, parce que c'est aussi important de noter les questions importantes qui vont être soulevées, noter les points principaux qui vont être débattus et votés, mais aussi noter sur les votes est-ce que la résolution est adoptée à l'unanimité, est adoptée à tant de voix pour et X contre, voilà. Et est-ce qu'il y a des abstentions? Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'il faut avoir prévu juste avant. On démarre, ça y est, on y est là, et cette assemblée générale débute. La secrétaire a noté l'heure à laquelle elle débute, donc c'est au président d'ouvrir cette assemblée, de remercier le lieu qui accueille, souvent c'est l'établissement, et remercier chacun pour leur présence. Et penser, c'est l'occasion aussi de présenter toute votre équipe aux parents qui ne connaissent pas forcément, de façon à ce qu'un visage soit mis sur chaque participant. Donc sur cette ouverture, c'est bien de dire un petit peu comment va se dérouler cette assemblée générale. Donc si c'est une assemblée, si vous cumulez assemblée générale extraordinaire et assemblée générale ordinaire, il vous faudra scinder les deux, c'est-à-dire que vous ouvrirez une assemblée générale extraordinaire en disant pour la modification des statuts, c'est l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, et vous déclarerez la fermeture de cette assemblée générale extraordinaire. Et ensuite, vous ouvrez votre assemblée générale ordinaire à telle heure et vous déroulez l'ordre du jour. Donc, pour une assemblée générale ordinaire, c'est un ordre du jour, c'est, on va dire, toujours le même. Et dans une assemblée générale ordinaire, on ne débat que sur les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Donc, il y a des passages obligés. Donc, c'est la présentation du rapport moral, c'est la présentation du rapport financier qui a été préalablement validé en conseil d'administration et pour lequel il va falloir avoir l'approbation en assemblée générale dans le cadre d'un vote. Ensuite, c'est la présentation du rapport d'orientation. Quels sont les projets envisagés pour l'année? Et avec ce projet d'orientation, il faudra avoir construit un petit peu un budget prévisionnel, c'est-à-dire quelles sont les recettes que vous attendez de telle et telle action et quelles sont les dépenses que vous envisagez en fonction de ce que vous avez prévu de faire. Donc ces orientations, c'est à discuter donc en conseil d'administration, mais aussi en lien avec le chef d'établissement. Donc, ce qu'il faut également faire voter absolument à ce moment-là, c'est le montant de la cotisation, la part qui revient à l'appel d'établissement, puisque dans la cotisation, il y a plusieurs parties. Il y a une part qui va à l'appel national pour financer les services, une autre à l'appel académique, c'est grâce à cette part de cotisation qu'on est là à pouvoir vous parler aujourd'hui, une autre part qui va à l'appel départemental, et ensuite il y a la part appel d'établissement qui se rajoute. Donc c'est à conseil d'administration de déterminer quel montant vous ajoutez à ce que demandent les autres composantes du mouvement et à faire voter ce montant de la cotisation pour l'année suivante en assemblée générale. Et donc ensuite, c'est l'élection des nouveaux, alors l'élection, réélection des membres à renouveler dans le conseil d'administration qui sont arrivés à échéance de leur mandat de 3 ans et également d'élire de nouvelles personnes au conseil d'administration. Donc voilà un petit peu le déroulé.
Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. On va peut-être répondre à ces 2 ou 3 premières questions. Il y avait Isabelle Martin qui avait levé la main. Oui, merci. Mais du coup, c'est quand vous avez parlé de l'Assemblée générale exceptionnelle, c'était une question que j'avais aussi tout à l'heure que je voulais vous poser. Est-ce qu'on est obligé de dérouler tous les nouveaux statuts article par article ou est-ce qu'on peut faire une présentation résumée en faisant circuler, par exemple, les nouveaux statuts ou en les mettant à disposition? Est-ce qu'on peut simplement avoir une présentation simplifiée? Est-ce que vous, par exemple, j'ai vu le mail qui a été transféré, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé un peu standardisé des principales, de la raison des principales modifications des statuts? Moi, je vous conseille de ne pas dérouler l'ensemble des statuts, c'est très lourd. Oui, bien sûr. Mais juste de pointer les principales modifications qui ont été faites. Alors, comme Dorian l'a dit, vous ne l'avez pas trop entendu puisque vous n'étiez pas là en début de visio, mais c'est essentiellement du fait du Covid, on a vu l'intérêt d'intégrer la possibilité de se réunir en visio et que ces décisions soient valables, tout en gardant le principe que habituellement et le plus possible c'est en présentiel, hein, parce que se voir en vrai ça reste important. Et ensuite c'est certaines petites précisions, clarifications d'interprétation des statuts. Hein, sur le rôle de chacun, le fonctionnement du conseil d'administration, le rôle des membres du bureau. Voilà, c'est des petits points de réécriture pour une meilleure lisibilité des statuts sans en changer du tout le fond. Est-ce que ça, c'est des choses qu'en quelques lignes, vous pouvez nous faire passer? Enfin, je suppose que je ne suis pas la seule, mais ça nous simplifiera la tâche pour faire la présentation en AG extraordinaire. Alors vous l'aurez effectivement dans le document Word des nouveaux statuts proposés par l'appel national. Donc, nouveaux statuts d'appel d'établissement, ce sont des nouveaux statuts annotés avec des colonnes à droite et à gauche, avec des exemples et avec en fluo effectivement les éléments qui ont changé. Donc, ce document de l'appel national qui vous sera mis à disposition là, dès ce soir sur le site de l'appel académique est annoté, donc vous permettra de retrouver effectivement ces petites modifications. Après, il faut surtout les comparer avec vos statuts actuels d'établissement et n'hésitez pas, puisque c'est ce qu'on vous conseille, de faire un échange, d'avoir un échange avec votre appel départemental qui connaît souvent très bien ces modifications. D'accord. Bon, moi, c'était simplement un côté pratique, hein, parce que j'ai reçu le document dans cette forme-là tout à l'heure, mais c'était, voilà, vu qu'on est dans une situation un peu particulière, ça nous faciliterait aussi la vie d'avoir, parce que expliquer comment au niveau national, on a révisé les statuts, bon, j'ai bien compris, mais je n'ai pas tout pris en note, ça aurait été d'avoir un petit texte qu'on peut effectivement dérouler aux personnes qui viennent à l'AG, ça fait gagner du temps, et puis nous, ça fait un support, c'est plus facile aussi pour présenter les choses. C'est dans cet esprit-là. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose qu'on a prévu pour l'instant, hein, donc voilà. Pour ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre plus. Hein. Comme on va tous le faire chacun de notre côté, ça aurait été peut-être plus simple que quelqu'un planche et diffuse je crois à que tous. C'est important aussi que chaque équipe se penche sur ses statuts, en prenne connaissance, s'en saisisse pour bien fonctionner après. Donc c'est important aussi que ce soit travaillé en équipe. On va peut-être passer à la question suivante. Virginie, pour Saint-Paul. Oui, donc moi, ma question concerne le vote du montant de la cotisation appel. Moi, je l'ai inclus personnellement sur, pas l'Assemblée générale ordinaire, mais sur l'élection du membre du conseil d'administration. Parce que à l'Assemblée générale ordinaire, au final, tous les parents ne votent pas la cotisation. Ah si, c'est la cotisation est votée en Assemblée générale ordinaire. Pour l'année d'après. Tous les parents votent cette cotisation. Votent le montant qui revient à l'appel d'établissement. D'accord. Sur la proposition faite par le conseil d'administration. D'accord. Okay. D'accord. Donc, en général, bon, voilà, c'est validé sans souci. Bon, très bien, merci. Mathieu. Oui, bonjour. Une petite question sur le quorum. Donc, on y viendra après, le quorum. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Ben alors, j'attends. Voilà. Merci. J'y arrive. Et Delphine.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question concernant le montant de la cotisation et son vote. Peut-on voter une baisse de la cotisation d'établissement? On peut, mais quel est l'intérêt? Pas augmenter la cotisation quand les autres strates augmentent. Ça, c'est à vous à voir, mais il vous faut faire attention à bien maintenir une cotisation d'un certain montant, parce que quand les autres strates vont procéder à une augmentation, elle va intervenir, elle va vous être rappelée parfois en amont de votre assemblée générale. Donc, des fois, il vous faut avoir prévu avec l'OGEC, avec le chef d'établissement, d'avoir informé au moment des inscriptions notamment, les parents du montant de la cotisation que vous allez appeler pour l'année suivante. Donc, il vous faut être en mesure d'amortir les augmentations des autres strates éventuellement sur la part appel d'établissement. Donc, attention à ne pas trop baisser non plus. Pas trop augmenter. Ok, non, mais on s'était retrouvé coincé une année justement parce qu'on n'avait pas augmenté. Et, donc, voilà. Ok, très bien. prévoyez d'avoir une cotisation appel d'établissement suffisante pour, qu'il y ait une ressource qui revienne à votre appel, et même si c'est moindre, et quand même, voilà, prévoir d'amortir ces augmentations. Merci. Ouais, ce qu'on peut rappeler, Patricia, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, l'ensemble des niveaux de cotisation ont été gelés. Donc, au niveau national, à la fois pour la revue et pour la part nationale, au niveau académique également, et certains départements, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas augmenté. Donc, vigilance pour les années à venir, parce qu'on est quasiment certain qu'il va y avoir, alors pas forcément tous les niveaux de la même année, mais en tout cas, dans les années à venir, il va y avoir quelques euros qui vont, de part qui risquent d'augmenter. Voilà, donc ça, il faut bien l'anticiper. Pour certains, notamment, appels qui étaient vraiment ric-rac, c'est-à-dire qu'ils étaient à 20 euros, alors qu'il y avait peut-être 19 euros qui étaient des différentes cotisations. Voilà, donc il faut faire attention pour ne pas se retrouver en négatif après. Donc voilà. Bon, alors on va continuer sur la question qui a été posée, à savoir les quorums et les règles de majorité. Excusez-moi, oui. Excusez-moi, j'avais relevé la main, j'avais une question complémentaire sur les cotisations, parce que du coup, je ne connais pas du tout le mécanisme. Est-ce qu'au moment de l'Assemblée générale, on connaît les propositions de quote-part des cotisations des niveaux supérieurs quand on fait le choix, quand on propose au vote un montant pour la cotisation de l'établissement? Quelle est la mécanique? Entre janvier et mars, l'appel académique envoie aux appels d'établissement le montant de la cotisation qui sera appelé pour l'année suivante. Donc, vous le savez 6 mois avant vos AG. Donc, on a dû savoir en cours d'année, là, en début 2021, on a eu le montant de l'appel académique et on connaît celui de l'appel national et départemental également au moment où on fait le choix de la proposition. Si vous avez perdu cette information, vous vous adressez soit à votre appel départemental qui vous la donnera, ou l'appel académique connaît le montant des adhésions appelées dans chaque département. Ok, merci. Donc, je continue sur le quorum et les règles de majorité. Hein. Donc, quorum, parce que c'est un gros mot, hein, il faut peut-être expliquer ce que c'est. C'est le nombre minimum de personnes dont la présence est nécessaire pour la validité de la tenue d'une assemblée. Donc, c'est fixé dans les statuts. Pour éviter tout blocage, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation de l'Assemblée générale, c'est pas grave. Il suffit ensuite de reconvoquer 15 jours après une autre Assemblée générale, et là, quel que soit le nombre de participants, la décision peut être prise. Donc, pour les assemblées générales ordinaires, il n'y a pas de quorum, donc ce n'est pas un souci. C'est juste pour les assemblées générales extraordinaires, donc à savoir notamment cette année pour modifier les statuts, qu'il faut un quart des adhérents qui doivent être présents ou représentés avec des pouvoirs. Hein. On y reviendra un peu plus tard. Concernant les décisions, les votes, hein, dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité simple.
hein, c'est-à-dire un nombre favorable de voix favorables supérieur au nombre défavorable de suffrages exprimés. Pour les AG extraordinaires, comme c'est une modification statutaire, que c'est quand même important, il faut une majorité qualifiée, à savoir, il faut 2/3 des suffrages favorables à la modification pour que la décision soit valable. Alors, si on continue sur les votes, hein, les votes en assemblée générale concernent obligatoirement et exclusivement donc l'approbation des comptes, l'élection et le renouvellement du conseil d'administration, le vote du budget prévisionnel et le vote de la cotisation. Ce sont les seuls votes que vous devez obligatoirement avoir sur une assemblée générale, mais qu'il vous faut organiser absolument. Alors, on passe au mode de scrutin, hein. Donc, les scrutins peuvent être réalisés à main levée, hein, les votes. Mais le président doit toujours s'assurer, avant de faire un vote à main levée, que personne ne s'oppose à ce que ça soit pratiqué comme ça. Donc, si quelqu'un dans l'Assemblée demande à ce que la décision soit prise à bulletin secret, l'Assemblée doit s'y plier. Ça veut dire qu'il vous faut avoir toujours prévu une urne et des bulletins pour faire valider vos votes. Donc voilà, donc c'est ce qui est important à savoir. S'il y a une décision sur un sujet particulier qui a été inscrit à l'ordre du jour et qui s'avère plus délicat ou particulier, ça mérite là aussi de prévoir à ce que le vote se fasse à bulletin secret. Concernant les élections, hein, donc chaque association choisit librement les personnes qui vont diriger l'association. Elle doit les élire, hein. Choisir, c'est pouvoir refuser qu'une personne soit chargée d'une responsabilité, hein. Donc voilà, ces élections, une élection, c'est une élection, les nouveaux statuts le prévoient nominativement et à bulletin secret. Donc l'élection du conseil d'administration doit se faire à bulletin secret. On fait peut-être un point sur les votes et sur les questions qu'il y aurait. Alors, levez les mains. Donc, il y a Laetitia Nunes. Oui, excusez-moi, j'ai une question concernant le quorum. Je suis de l'appel Saint-Joseph-Rodez, donc le collège et le primaire. Nous avons un grand nombre d'adhérents. Et au moment de l'AG extraordinaire, je suis pour avoir le quorum, c'est-à-dire un quart des adhérents. Je ne sais pas comment ça va être compliqué. Parce qu'il y a plus de 600 adhérents et on est généralement aux réunions de 30. Donc ça veut dire que vous convoquez votre assemblée générale extraordinaire. Vous précisez qu'il y a besoin de monde, hein, pour adopter ces statuts parce qu'il faut être un certain nombre. Vous mettez, vous la convoquez, vous la réalisez. S'il n'y a pas le quorum, s'il n'y a pas assez de personnes pour valider l'adoption de ces statuts, il vous faut reconvoquer une assemblée générale extraordinaire 15 jours après. Vous le prévoyez à l'avance si vous pensez que ça ne va pas passer. Et je pense effectivement, je connais le nombre d'adhérents sur Saint-Jean, mais ce qui est très bien, hein, par ailleurs. Voilà, vous la reconvoquez 15 jours après, et après là, peu importe le nombre de personnes qui seront présentes. Là, vous pourrez valider sans quorum. D'accord, donc il faut prévoir... Mais avec 2/3 des avis favorables. D'accord.
Mais pensez à mettre aussi des pouvoirs dans vos convocations. Hein? Généralement, enfin, toutes nos convocations, il y a le pouvoir à chaque fois de joindre à la convocation pour être sûr qu'on en Voilà, ait... mais peut-être que vous y arriverez hein, avec les pouvoirs. À voir. Là, c'est de l'optimisme. On en rediscute, Laetitia. Pas Tu de m'appelles. souci. Ouais? Ok. Très bien, merci. Immaculée Conception. D'où? De Toulouse. De Toulouse, d'accord. Oui, Bonsoir. bonsoir. Alors, c'est sur le dernier point qui a été abordé juste avant la question sur le quorum, concernant l'élection à bulletin secret des membres du conseil d'administration. Alors, du coup, si je comprends bien, on propose donc la liste des candidats au conseil d'administration, la liste des personnes qui se sont portées candidats pour le conseil d'administration. Donc, cette liste est connue de tous les parents qui vont assister à l'Assemblée générale. Et ensuite, chacun indique sur son bulletin secret pour qui il vote. Enfin, comment ça se passe exactement? Fabienne, tu veux répondre? Oui. Donc, en fait, il faut partir d'un exemple qui soit simple pour tout le monde. Par exemple, vous avez un conseil d'administration composé de 9 personnes. Et puis, lors de votre prochaine Assemblée générale, il y en a 4 qui sont en fin de mandat. Donc, ça faisait 3 ans qu'ils étaient élus, ou parce qu'il y en a un qui a plus d'enfants d'établissement, donc il s'en va de fait. Voilà. Donc, il y en a 4 à renouveler. Vous faites appel, effectivement, vous pouvez faire appel en amont en indiquant est-ce qu'il y a des parents intéressés pour rejoindre le conseil d'administration de se manifester, mais vous avez l'obligation lors de l'Assemblée générale de demander ouvertement les candidatures. Donc, vous avez pu en recevoir avant, mais vous êtes obligé. Donc, si par exemple vous avez 10 candidatures pour 4 postes, ben, il va falloir faire les élections à bulletin secret. Donc, vous aurez 10 candidats que vous allez afficher. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande qu'ils disent un petit mot pour se présenter, parce que les gens vont voter, mais ils ne les connaissent pas forcément. Et puis, vous allez voter, et puis les 4 qui auront le plus de voix seront élus. Évidemment, dans le cas où vous avez 3 personnes à renouveler et que 3 candidats et que personne d'autre veut candidater, bon, vous pouvez peut-être économiser la partie bulletin secret puisque effectivement, il n'y a pas d'autres candidatures. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne pour gagner du temps. Mais légalement, on est obligé effectivement de passer par ce système de bulletin secret pour éviter, j'allais dire, que des cooptions ou des choses déjà ficelées. Une assemblée générale est ouverte et donc on doit pouvoir prendre l'ensemble des candidatures qui se manifestent. D'accord, mais ça veut dire que du coup, les personnes qui votent vont devoir inscrire un seul nom ou plus, elles peuvent mettre plusieurs noms sur leur bulletin S'il y a 4 personnes à renouveler, elles mettent 4 noms. 4 noms, d'accord, ok. Un nom pour chacun des postes. Tout à fait. Et les bulletins qui ne comporteraient que 2 noms seraient considérés comme nuls s'il y avait 4 postes à pourvoir? Non, c'est les mêmes règles que pour des élections normales. Donc, s'il n'y a que 2 noms, vous comptez que 2 voix. S'il y en a 5, c'est un bulletin nul. S'il y a un gribouillis ou des insultes, évidemment, c'est un bulletin nul également. Et on peut voter blanc aussi. Voilà. D'accord. C'est les règles classiques qui s'appliquent pour les associations de la 1901. C'est les mêmes règles que pour les élections légales. Voilà. D'accord, merci. Émilie de Roda, Toulouse. Oui, rebonjour. Je continue sur le sujet, sur cette élection du CA. Donc, étant en distanciel, on fait les votes par ballot-îlot. Et donc là, comment ça se passe? Parce que du coup, comme on n'a pas les gens en face, comment on les fait voter à bulletin secret? Justement, si vous faites une assemblée générale en ligne, c'est des votes en ligne qui sont forcément secrets. Donc, Ballotilo est effectivement un logiciel qui vous permet de faire ça et un logiciel gratuit. Donc, voilà. Donc, ça suffit en fait. Oui, c'est une application qui justement sert à ça. Donc, après, on vous rappelle quand même que on souhaite, nous, que les assemblées générales se tiennent en présentiel. Voilà. Véronique. Alors, c'était un souhait de notre chef d'établissement.
Comme on sera plus d'une cinquantaine, effectivement, le chef d'établissement préférait qu'on le fasse en distanciel. D'accord, bon, mais ça, c'est le choix. Voilà, c'est comme vous avez pu négocier. Ouais. Véronique, on écoute ta question. Oui, alors moi j'avais une question toujours dans les statuts. Il y a sur les statuts types, il y a marqué que pour le nombre de membres du conseil d'administration, donc il est noté sauf exception de ne pas dépasser 21 membres. Est-ce que vous savez quelle est l'exception pour dépasser 21 membres? La vôtre. Non, mais voilà, si c'est limité à 21 membres, c'est parce qu'après, il faut arriver à gérer des conseils d'administration avec un nombre important de personnes. Donc voilà, 20 personnes, c'est déjà énorme pour gérer une réunion, hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux limiter. Mais bon, après, si votre établissement est important et si il y a plus de monde, à vous de voir à combien vous jugez nécessaire de constituer ce conseil d'administration et d'organiser ensuite le travail par commission, etc., pour pas avoir des lourdes réunions à nombreux avec les gens qui ne s'écoutent pas, avec un groupe difficile à gérer. Hein. Ok, d'accord. Voilà. L'exception que j'ai en tête, c'est un établissement qui, avec un seul OGEC et 3 écoles, un collège, un lycée, et effectivement, il y avait plusieurs appels avant, et quand ils ont rassemblé à une seule appel, ils ont gardé dans leur fonctionnement déjà 5 vice-présidences pour que chaque appel, chaque entité soit encore représentée et 5 ou 6 membres chaque fois. Donc effectivement, on peut se retrouver avec des conseils d'administration d'une trentaine de membres, mais dans leur fonctionnement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne réunissaient pas forcément tout le temps tout le monde. Ils faisaient des commissions en fait, de travail. Et après, les conseils d'administration, par contre, étaient globaux avec la trentaine d'adhérents. Mais comme a dit Patricia, après, c'est du bon sens, effectivement. Et on a eu la question en début de visio sur l'aspect qu'est-ce qu'on fait quand un adhérent ne vient pas. Voilà. Donc, à faire des conseils d'administration trop gros, le risque, c'est effectivement d'avoir des membres qu'on ne voit jamais. À l'inverse, rassurez-vous, si vous avez prévu dans vos statuts un conseil un peu trop petit, 9 membres, et qu'une année donnée, il y a plein de parents finalement qui veulent rentrer dans le conseil d'administration et vous vous rendez compte que c'est compliqué d'exclure des gens, il y a quand même la possibilité de nommer des chargés de mission de manière ponctuelle pendant un an renouvelable, pendant l'année en fait. Et donc ces chargés de mission peuvent accompagner quand même l'équipe. Ça vous évite, si vous avez eu 10 candidats et que 9 sièges, d'exclure le 10e que vous pouvez inviter quand même au conseil d'administration. Par contre, légalement, ça c'est clair, il n'a pas droit au vote. Voilà. Et par contre, il peut participer à votre travail. Ne nous fermons pas non plus. Il ne faut pas avoir des trop gros conseils, ni des trop petits. Trouvons un équilibre. Ok, merci. Très clair, merci. Donc ensuite, on a Isabelle qui veut poser une question. Oui, merci. J'avais une question sur la forme, la tenue de l'Assemblée générale et l'Assemblée générale extraordinaire. Dans le cas où le président de l'année N-1 ne sera pas présent, est-ce qu'on peut quand même tenir l'Assemblée générale et l'AGE et qui du coup la préside? Alors, si le président n'est plus présent, ça veut dire que votre conseil d'administration, parmi ses membres, doit élire un nouveau président pour le temps qui reste et qui va donc présenter le bilan de l'année, qui va faire le travail du président. D'accord. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le mois de juin. Voilà. Vous faites un conseil d'administration électif, vous désignez, vous élisez un président et et le président fait cet agi. D'accord, merci. Alors, Mirepoix Saint-Maurice. Oui, bonsoir. Donc, Bonsoir. Mirepoix Saint-Maurice en Ariège. Je voulais juste avoir la précision pour le quart des adhérents qui doivent être présents pour l'Assemblée extraordinaire, les pouvoirs sont comptabilisés. C'est-à-dire, En fait, s'il y a 10 personnes et que chaque personne a un pouvoir, ça fait 20 personnes représentées. C'est ça, bon c'est ça. Voilà. D'accord. Hein, quand on parle du quorum, c'est les personnes présentes ou représentées.
Ok. Et les pouvoirs ne sont valables que pour les assemblées générales. Hein. Il n'y a pas de pouvoir possible dans un conseil d'administration. D'accord. Est-ce qu'il faut faire des pouvoirs pour l'Assemblée générale extraordinaire et pour l'Assemblée générale ordinaire? Non, vous pouvez faire un pouvoir commun. Hein. On a prévu le cas dans les documents. Ok. Et une dernière question par rapport aux élections qui doivent se tenir à bulletin secret. Donc, si j'ai bien compris, si par exemple il y a jusqu'à 15 places et qu'il n'y a que 9 membres, on peut demander aux personnes qui sont présentes si elles s'opposent à faire un vote à main levée ou pas pour s'affranchir du bulletin secret. C'est pas ce qui est prévu dans les statuts. D'accord. Hein, ce qui est prévu, après, voilà, vous pouvez prendre le risque de vous faire invalider l'Assemblée générale. C'est à vous de voir. D'accord, ok, merci. Ouais, mais c'est pas ce qui est prévu dans les statuts. Dans les statuts prévoient un bulletin, une élection, les élections, c'est-à-dire les nominations à des postes de personnes, de façon nominative et à bulletin secret. Ok, merci beaucoup. On écoute Émilie Barre. Oui, bonsoir. Donc, Émilie Barre, École La Colombière à Saïs dans le Tarn. Une question concernant les adhérents et du coup le quorum, si j'ai bien compris. Quand on ne connaît pas le nombre d'adhérents, comment fait-on? Ah ben, vous vous rapprochez. Alors, qui c'est qui perçoit les cotisations chez vous? Les cotisations sont perçues, il me semble, par l'OGEC. Mais vous rapprochez de l'OGEC pour savoir le nombre d'adhérents. Si les cotisations n'ont pas été encaissées, si le listing n'est pas fait pour cette année, vous vous appuyez sur les adhérents de l'an dernier. Et vous demandez, lors de l'Assemblée générale, vous demandez aux personnes sur l'honneur de dire s'ils s'engagent à régler leurs cotisations pour cette année ou pas. D'accord. Voilà. Il n'y a pas trop d'autres solutions. On sait qu'il y a effectivement parfois un décalage entre le temps où on connaît le nombre d'adhérents et oui, voilà. Ça peut s'étaler jusqu'à décembre, voire des fois même janvier, nous. Donc, parce que normalement, les gens il faudrait que ce soit avant janvier parce que nous, on attend que les listings des adhérents soient remontés avant le 31 décembre. D'accord. Normalement, ouais, d'accord. Les parents déduisent la cotisation même bien plus tard, nous. Déduisent, c'est-à-dire ben, c'est intégré aux frais de la scolarité mensuelle et ils peuvent la déduire s'ils ont décidé de la déduire. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment le nombre d'adhérents qu'on a. Ça doit être connu en début d'année. La cotisation est appelée dans le courant du premier trimestre en une seule fois. D'accord. Ouais, bon, donc, c'est un engagement. Voilà. D'accord avec l'OGEC. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. Mélanie? Mélanie Selle? Bon, on l'a perdu. Alors, Valérie, je crois. Non. Oui, bonsoir. Je suis Valérie, je suis de l'appel de Saint-Gabriel à Cahors. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure qu'avant l'AG, il fallait organiser un CA pour pouvoir préparer justement l'AG. Nous en avons organisé une, en fait, la dernière semaine d'école en juillet avec le CA, où on a présenté un point sur le budget, les différentes actions. On a parlé également de la cotisation. Est-ce qu'on est obligé d'en réunir un de nouveau là en début d'année? Si vous avez déjà fait le travail, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Ouais, si c'est déjà préparé, si c'est prêt, ne recommencez pas. Ce serait bête. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon, faites le point avec Philippe Feuillera, votre président départemental éventuellement, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein? Ça marche. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Mélanie, Mélanie, je revois la main levée. Mélanie, on n'entend rien. Ah. Non. Bon, désolée Mélanie, mais là, il y a un problème de communication. Donc, bon, désolée pour la question. Donc, on va peut-être continuer. Ouais, donc, par rapport,
Donc là, vous avez élu votre conseil d'administration, vous avez voté votre cotisation, le montant de votre cotisation pour l'année suivante. Vous pouvez éventuellement faire intervenir les personnes invitées, le chef d'établissement qui peut donner quelques informations sur l'établissement, sur les projets de l'année. Ça peut être l'occasion de faire parler le président OGEC qui soit connu un petit peu de tout le monde. Alors après, ces interventions, c'est à bien cibler, à bien préparer aussi en amont, de façon à répartir un temps de parole limité pour maîtriser un petit peu le temps, mais aussi permettre l'échange avec les parents. Donc, on arrive au bout de cette assemblée générale ordinaire. Donc, vous clôturez cette assemblée générale, vous fermez ce volet statutaire. La secrétaire note l'heure qu'elle rapportera sur le compte rendu. Donc, et donc ensuite, vous passez éventuellement à un temps plus convivial. Alors là, en cette période de Covid et de protocole sanitaire, à bien définir avec le chef d'établissement qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui l'est pas, et qu'est-ce qu'il peut permettre dans son établissement, puisqu'on est encore dans une situation particulière. Donc, à l'issue de cette assemblée générale, alors soit vous l'avez prévu et vous réunissez les membres du conseil d'administration pour élire le bureau juste après l'assemblée générale. Sinon, vous annoncez aux personnes élues qu'à telle date, le conseil d'administration se réunira pour élire le bureau. Donc voilà, vous pouvez le faire l'élection du bureau, soit juste après l'assemblée générale. C'est pas l'assemblée générale qui élit le président, trésorier, secrétaire, adjoint, vice-président, etc. Mais c'est juste le conseil d'administration. Donc voilà, peut se réunir dans une autre salle, ces membres-là, pour procéder à cette élection. Et si ça se fait juste un suivant et que les parents restent pour un pot, vous pouvez revenir juste après pour annoncer le résultat de l'élection. Donc, comme on a répondu à pas mal de questions au préalable, je vais enchaîner sur qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que le travail n'est pas terminé, il ne fait que commencer, puisqu'il y aura tous les projets de l'année à conduire. Mais donc, il y a quelques étapes à ne pas manquer aussi en suivant cette assemblée générale. Donc, c'est ce conseil d'administration électif, juste après l'AG ou à distance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un conseil d'administration, il n'y a pas de pouvoir. Ça veut dire que il faut que quand même un maximum de membres élus soient présents. Donc, pour que les décisions d'un conseil d'administration soient valables, on rappelle qu'il faut un tiers des membres qui soient présents. C'est l'occasion, donc là aussi, comme pour l'Assemblée générale, il faut une feuille d'émargement. À tous vos CA, d'ailleurs, il vous faut faire une feuille d'émargement. Et c'est l'occasion à ce moment-là de récupérer toutes les informations nécessaires sur cette feuille d'émargement. On vous a prévu un modèle pour avoir l'adresse mail pour pouvoir communiquer, le téléphone et différentes indications qui seront utiles pour ensuite la déclaration en préfecture. Comme à l'Assemblée générale, ce CA électif, il faut aussi un secrétaire de séance, alors ou le secrétaire de l'association de l'an dernier, ou une personne qui est désignée, qui va prendre les notes et noter les décisions qui sont prises, qui est élu et pour à quel poste et avec combien de voix, ou à l'unanimité, ou à tant de voix pour et tant de voix contre. Donc le travail, donc ça c'est sur le conseil d'administration électif.
Suite à ce premier conseil d'administration, alors vous pouvez faire un conseil d'administration électif suivi d'un ordre du jour avec d'autres points à aborder. Hein. Mais voilà, comme on est sur les assemblées générales, on reste sur ce CA électif. Et donc vous faites un compte rendu juste du conseil d'administration électif. Vous avez à rédiger plusieurs comptes rendus qui vont vous être nécessaires pour les déclarations légales. Donc vous avez un PV d'assemblée générale ordinaire. S'il y a modification des statuts, comme ça va être le cas pour beaucoup cette année, ça va être aussi de faire un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et donc un PV de conseil d'administration électif pour désigner qui est président, qui est vice-président, qui est trésorier, qui est secrétaire et éventuellement les trésoriers adjoints et secrétaires adjoints. Donc voilà, donc ces PV sont essentiels pour ensuite faire les déclarations légales. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de blabla, l'importance c'est de bien noter les décisions qui ont été prises. Vous avez des modèles préconçus qui vous sont proposés et que vous adaptez en fonction de votre situation. Une fois ces PV rédigés, une fois l'élection réalisée, les PV rédigés, vous avez à déclarer les changements de dirigeants de l'appel, les administrateurs et le bureau, les membres du bureau, à la préfecture ou à la sous-préfecture selon les départements où ont été déposés vos statuts. Si vous avez fait une modification des statuts, vous devez aussi faire une autre déclaration de modification des statuts. Donc, il est parfois préférable de faire d'abord la déclaration de modification des statuts, surtout si ça vous modifie la composition, par exemple, du bureau. Je donne un exemple. Si dans vos précédents statuts, il était prévu un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier dans le bureau, et que vous avez nommé des trésoriers adjoints et secrétaires adjoints, et que c'est prévu dans les nouveaux statuts, il vous faut d'abord déclarer ces nouveaux statuts pour que puisse être enregistré par la préfecture ce bureau constitué conformément au statut en vigueur, puisque vos statuts ne s'appliqueront qu'une fois qu'ils ont été enregistrés par la préfecture. Donc ensuite, une autre démarche importante, c'est pour le trésorier, et pour le président s'il est nouvellement élu, c'est de faire la démarche à la banque pour déclarer la nouvelle composition du bureau, mettre à jour aussi les statuts, fournir ses procès-verbaux de façon à ce que le trésorier et le président aient accès aux comptes et signature sur les comptes, puisque ce sont les deux personnes qui doivent avoir accès aux comptes, éventuellement le trésorier adjoint. Donc voilà pour les démarches. Et ensuite, c'est aussi diffuser et informer les parents de comment est constitué ce bureau, qui est président, trésorier, secrétaire, nommer également les administrateurs qui s'engagent à être soutien pour le fonctionnement de l'association, mais aussi informer les partenaires, notamment pour les écoles, la mairie, informer les membres avec qui vous êtes, les personnes, les partenaires avec qui vous êtes en lien, hein, les autres associations avec qui vous pouvez travailler, etc. Voilà un petit peu pour tout ça. Et donc, c'est les documents de l'Assemblée. Il est conseillé de les garder 10 ans, hein, avec les ordres du jour, les feuilles de présence, hein, les rapports moraux et financiers dans vos archives. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Ouais. Oui, vas-y, Fabien. Oui, pour compléter, peut-être, pour rassurer surtout nos participants,
on va vous lister un peu l'ensemble des pièces qui va vous servir parce que Patricia a dit clairement qu'il y avait des documents, des procès-verbaux, des déclarations à faire. On vous a pré-mâché le travail avec notamment 13 documents qui vont être mis sur le site. On va le mettre de suite à l'écran. Donc, le site internet de l'appel académique. Tu peux le mettre, s'il te plaît. Donc, avec déjà un modèle de présentation de diaporama qui va vous servir pour organiser votre assemblée générale avec les liens sur les vidéos nationales. Des modèles de convocation. Pour ceux qui ne savent pas trop comment faire, on a préparé pour vous des modèles de convocation, d'assemblée générale ordinaire, extraordinaire, des modèles de pouvoir, des modèles également d'appel à candidature avant l'AG pour savoir si des parents sont intéressés, des feuilles d'émargement également, des modèles de feuilles d'émargement pour pouvoir bien noter les parents présents. Et puis, comme le disait Patricia, pour après l'Assemblée générale, tout ce qui est modèle de procès-verbaux, d'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire, du conseil d'administration électif, ces documents qui seront nécessaires à la préfecture, mais également à la banque pour prouver, justifier qu'il y a un nouveau président, il y a un nouveau trésorier et ils ont bien la signature, etc. Donc ça, c'est des modèles. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse du site de l'appel académique parce qu'on ne voit rien à l'écran et depuis le début de la présentation, enfin, moi je fais partie des gens qui n'ont rien. Est-ce que vous pouvez le donner oralement, qu'on le note pour aller rechercher les documents? Alors c'est www.appelacatoulouse, appelacatoulouse.fr, appelacatoulouse.fr. Et donc vous avez une rubrique vie associative. Et dans la rubrique vie associative, vous avez une rubrique les assemblées générales. Et dedans, vous trouverez les 13 documents dont je parlais. Évidemment, vous avez également une autre source d'information qui est l'appel national, www.appel.fr, et votre espace privé qui permet d'accéder également à beaucoup de supports et notamment des modèles aussi de documents, les petits films, etc., pour préparer vos assemblées générales. Merci. Le diaporama qu'on a présenté ce soir, que vous n'avez pas vu, également le replay de nos échanges seront mis sur le site également de l'appel académique, appelacatoulouse.fr. On va peut-être prendre les questions. Quelques questions et puis on va ouais. Nathalie Adair. Nathalie, elle a son micro coupé. Ouais. Alors, attends. C'est bon maintenant, Nathalie. On va t'entendre. Ben, Nathalie, elle a un micro qui marche peut-être pas. Alors, on va peut-être passer à Laetitia, à Rodez. Allô? Allô? Oui. C'est qui parle? Parce qu'on parle toutes les deux. J'attends. Alors moi j'ai une question, on va dire, c'est communication, parce que l'appel c'est un jour, on est beaucoup de membres. Et quand je veux communiquer à tous les parents, entre guillemets, je suis obligée de passer soit par Saint-Jean, qui envoie par école directe, mais je voulais savoir s'il existe un site où on peut regrouper les adresses mail des parents et envoyer nous directement les mails. Parce que j'ai essayé, moi, avec ce qu'on a, nous, la plateforme que vous nous avez mis à disposition avec une adresse mail. Mais si j'envoie trop de mails, d'un coup, je passe en spammer. Donc, du coup, tous mes mails passent en courrier indésirable. Est-ce que vous savez s'il y a une solution pour pouvoir envoyer des mails en grande quantité sans être mis dans les spams? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste du numérique, hein, mais ce que je dirais, c'est qu'effectivement, école directe, ça peut être le bon créneau à discuter avec le chef d'établissement, qu'il vous crée peut-être un canal spécifique appel pour que soit bien identifié par les parents en réception des mails envoyés par école directe que c'est une communication appel. Hein. Alors après, je ne maîtrise pas les process. Après, on va dire, pour l'école directe n'existe que pour le collège. Après, c'est le primaire, il n'y est pas.
Et c'est vrai que bon, ils jouent le jeu, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour éviter, des fois, comme pour le KIN ou pour des choses comme ça, plutôt qu'eux, ils envoient toujours les invitations ou les documents, on va dire, éviter. Bon, là, c'est une question voilà, de communication qu'on va peut-être pas traiter là. On en reparle, Laetitia, tu m'appelles, hein? Ouais, faudra essayer, ouais. Parce que du coup, moi, maintenant, je peux plus communiquer, je suis en spam. Donc, c'est pour ça. D'accord. Merci. Alors, Nathalie a pris le micro. Ah, ça y est, elle a ouvert le micro. Oui, bonsoir. Donc, appel Jean 23, pas mis en Ariège. Juste pour revenir sur le quorum, vous disiez qu'il fallait donc un tiers des adhérents, mais qui vote? Est-ce que c'est un seul vote par famille ou est-ce que s'il y a un couple, ils peuvent voter tous les deux? Ils ne peuvent voter tous les deux que s'ils sont adhérents tous les deux. Le principe de la cotisation dans les appels, c'est une cotisation par famille. Après, si un couple veut être membre du conseil d'administration, ils doivent adhérer tous les deux nominativement à l'association, donc avoir payé chacun leur cotisation. D'accord, donc pour atteindre le quorum pour l'AG extraordinaire pour les statuts, c'est un vote par famille. Oui. C'est un vote par adhérent. D'accord, ok, merci. Immaculée Conception avait levé la main. Oui, rebonsoir. Je reviens sur cette question des statuts et de l'élection du conseil d'administration parce qu'en fait, nous, depuis des années, on procède vraiment pas du tout de la façon dont j'ai appris qu'on devait le faire ce soir. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on élit une équipe pour toute une année et l'année suivante, on réélit. On n'a pas trop de problèmes de fidélisation. Et en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à ce qui est indiqué dans les statuts type que vous envoyez, est-ce qu'on a la possibilité de les modifier, ces statuts, et d'indiquer simplement la façon de faire qu'on a mis en place depuis longtemps et qui fonctionne bien pour nous? C'est-à-dire élire pour un an, et donc ça veut dire chaque année renouveler l'intégralité du conseil d'administration, du coup voter à main levée. C'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal parce que c'est une élection d'une personne, c'est une élection nominative. Donc, je vous laisse à penser l'effet que pourrait faire un vote défavorable en direct de personnes qui lèvent la main. Enfin, bon, voilà. C'est peut-être bien de passer par du bulletin secret à un moment donné pour éviter ce genre de déconvenus. Ouais. D'accord. Voilà, et c'est pas, enfin voilà, il est toujours prévu que les élections se font, enfin on parle pas de vote, hein, là on parle d'une élection, de l'élection d'une personne, hein, donc c'est pour ça que c'est prévu à bulletin secret. Hein. D'accord. Alors après, si vous vous sentez de le faire autrement et qu'il n'y a pas de contestation, ça c'est à vous de voir, mais on peut pas le mettre dans les statuts. D'accord. Pour compléter, il y a 2 points dans votre question. Il y a l'aspect vote à bulletin secret ou vote à main levée, mais il y a surtout l'aspect que chaque année, vous réalisez intégralement le conseil d'administration. Ça, c'est pas légal, effectivement. Et dans les statuts proposés par l'appel national et qu'on souhaite adopter dans chaque établissement, on est bien sur un mandat. Donc, une fois qu'on a été élu, c'est pour une durée de 3 ans maximum. Alors après, on peut se représenter et être élu à nouveau. Mais effectivement, si les conditions le permettent, c'est-à-dire si on est adhérent, si on a bien des enfants dans l'établissement, si on est à jour de notre cotisation, on peut recandidater. Mais effectivement, on n'est pas élu que pour une année. Ça veut dire que chaque année, on pourrait avoir des conseils d'administration complètement différents. Et donc, pour assurer une certaine continuité dans les associations de loi 1901, on a prévu effectivement que les membres étaient élus pour une certaine durée et pas une seule année. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait balayer complètement toutes les équipes intégralement, avoir des équipes nouvelles chaque année finalement. Et donc on souhaite qu'il y ait des continuités dans les activités associatives. C'est pour ça qu'on a maintenu, alors même il y avait historiquement, c'était renouvellement d'un tiers des membres qui étaient élus pour 3 ans. Bon, ce tiers a été enlevé parce que ça alourdissait effectivement le fonctionnement. Donc il n'y a plus cette histoire de tiers sortant chaque année. Mais en tout cas, il y a bien
durée de 3 ans et ça, il n'est pas possible aujourd'hui de déposer des statuts avec une élection pour 1 an seulement. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces précisions. On écoute Mélanie pour Massoud dans le Gers. Mélanie. Bon, on n'entend pas Mélanie. Donc, on va peut-être passer à Marie-Fleur, si elle veut prendre la parole. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant les délais à respecter pour faire les déclarations auprès de la préfecture. C'est 3 mois après l'AG. Merci. Donc, ça laisse le temps de faire le conseil d'administration électif quelques jours après. Hein. Et pour les statuts aussi, du coup? C'est pareil. On ne peut que vous conseiller de le faire le plus rapidement possible. Oui, parce qu'après, ça passe aux oubliettes. Hein, donc, faites tout dans la foulée et c'est réglé. Et le faire également en ligne, puisqu'il y a des outils numériques qui permettent de le faire maintenant. Donc, on gagne du temps aussi. Et surtout, vous avez beaucoup plus rapidement la notification de la préfecture, hein, qui peut vous servir pour de multiples démarches. Stéphane veut nous parler. Oui, on peut poser des questions hors Assemblée Générale, parce que pour moi, c'est bon, tout est réglé. Pas sur la visio. Hein? Okay. D'accord, parce que donc on va, s'il n'y a plus de questions et si tu as une autre question, mais on va peut-être clôturer cette formation. Hein. Donc on vous remercie tous. Hein, on espère qu'on vous a éclairé, qu'on vous a pas embrouillé. Si vous avez d'autres questions, tous vos présidents départementaux ont été formés, donc sont au fait de ce que sont ces statuts et comment ça fonctionne. Véronique qui nous a aidés et qu'on remercie, hein, notre salarié à l'appel académique, Véronique Bonnet est là, enfin voilà, peut aussi, si vous appelez l'appel académique, vous donner des infos. Elle est tout à fait au fait de ça. Elle a travaillé avec nous d'ailleurs sur cette formation, donc elle est aussi pointue que nous. Hein, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos présidents départementaux ou de vos représentants de l'appel départemental par secteur, hein, selon l'organisation de chaque département, pour avoir de plus amples informations. Cette visio, donc, comme l'a dit Fabien, sera mise en ligne dans quelques jours sur le site www.appelacatoulouse.fr où vous pouvez trouver dans l'onglet Vie associative et au paragraphe Assemblée générale tous les documents qu'on vous a préparés, qui sont des documents issus de l'espace privé du site de l'appel national, hein, où il y a pas mal de ressources, mais qu'on a essayé de simplifier, d'adapter pour que ce soit plus facile pour vous. Hein. Et qu'on espère qu'ils vont être d'un soutien, mais à vous de vous les approprier et de les personnaliser à votre appel. Et je vous souhaite une belle année en appel et plein de bonnes choses et plein de projets positifs. Bonne année et bonne AG à tous. Merci. Merci à tous, merci aussi à l'équipe de l'appel académique d'avoir assuré cette formation, parce que vous avez vu Patricia et Fabien, mais ils sont aussi les autres en train de travailler dans l'ombre. J'ai vu qu'il y avait Philippe, Véro était là, j'ai vu qu'il y avait Maude, et beaucoup ont travaillé pour participer à cette petite formation qui, j'espère, vous aura été d'une bonne utilité. Je vais donc arrêter l'enregistrement, ce qui permettra d'avoir uniquement les questions sur les AGE et AGO en replay sur le site. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.